Quand on parle de Captain America Civil War, beaucoup de fans pensent immédiatement à l'adaptation du célèbre run Civil War de Mark Millar et Steve McNiven, publié par Marvel Comics en 2006. Et il faut reconnaître que les similitudes sautent immédiatement aux yeux. Une catastrophe qui choque l'opinion publique, une loi destinée à contrôler les super-héros, et surtout un affrontement devenu mythique. Captain America, le symbole de liberté contre Iron Man, le génie milliardaire conformiste. Une histoire devenue légendaire dans l'univers Marvel. Un événement qui a profondément marqué les comics. Sur le papier, le concept semble incroyable. Les héros que nous avons appris à connaître depuis plusieurs années vont devoir choisir un camp, mais derrière cette apparente fidélité se cache une réalité bien différente. Si le film reprend l'idée générale du comics, il en modifie profondément les personnages, les motivations, les événements et même le message. Et vous allez voir que certains changements sont directement liés à l'histoire mouvementée de Marvel elle-même. Aujourd'hui, comparons ensemble le comics Civil War et son adaptation cinématographique. Les ressemblances, Vous l'avez tué. les différences, les personnages absents, les événements modifiés, et surtout, comprendre pourquoi Marvel Studios n'a jamais vraiment eu l'intention d'adapter fidèlement l'œuvre originale. Vous êtes avec Co-Watcher, le passionné qui, je l'espère, vous passionnera. Générique. Movie to the page, Civil War battles raging on the stage. Kappa Iron Man, who's fighting for the truth. Cow Watcher in the house, breaking down the proof. Cow Watcher. Pour comprendre pourquoi le film diffère autant du comics, il faut revenir quelques années en arrière. Dans les années 2000, Marvel Comics traverse une période difficile. Après plusieurs mauvais choix financiers dans les années 1990, l'entreprise se retrouve dans une situation critique. Marvel possède des personnages extrêmement populaires, mais n'a pas les moyens de produire de grands films elle-même. La solution, vendre les droits d'adaptation cinématographique de ses héros. C'est ainsi que plusieurs personnages quittent temporairement la maison des idées. En 1994, les droits cinématographiques des X-Men sont vendus à la Fox. Cette décision va donner naissance en 2000 au premier film X-Men réalisé par Bryan Singer. Un succès qui va prouver qu'un film de super-héros peut fonctionner au cinéma moderne. Mais cela signifie aussi une chose. Marvel Studios ne peut pas utiliser les mutants dans son propre univers. Une exception se marque ici. En effet, la fratrie Maximoff est à la fois Avengers et mutante. Ce qui explique l'apparition simultanée de Quicksilver dans l'ère d'Ultron et Days of Future Past sorti à 1 an d'intervalle. Les droits des 4 Fantastiques partent également chez la Fox et cela pose un énorme problème pour Civil War. Parce que dans le comics, Reed Richards, alias Mr. Fantastic, joue un rôle fondamental. Il est l'un des cerveaux derrière le camp d'Iron Man. Son absence dans le MCU change complètement la dynamique du conflit. Mais le cas le plus important reste évidemment Spider-Man. En 1999, Marvel vend les droits du personnage à Sony Pictures. Et cela tombe particulièrement mal parce que dans le comics Civil War, Spider-Man est probablement le personnage le plus important après Iron Man et Captain America. Peter Parker représente le lecteur. Un héros qui découvre progressivement que son propre camp n'est peut-être pas aussi juste qu'il le pensait. Mais pas de bol, en 2016, Marvel Studios ne possède toujours pas Spider-Man. Mais je comprends pas, il est dans le film pourtant. Alors oui, mais on y reviendra plus tard. À ce moment-là, Marvel Studios doit donc faire face à un choix. Adapter fidèlement Civil War ? Impossible. Il manque les X-Men, les 4 Fantastiques, une grande partie des Avengers historiques, plusieurs personnages essentiels. Ou alors, réinventer l'histoire, et c'est exactement ce que vont faire les frères Russo, qui aiment puiser dans plusieurs comics pour créer leur petit bébé. Ils vont prendre l'idée centrale. Que se passe-t-il lorsque les héros ne sont plus d'accord sur leur rôle dans le monde ? Mais ils vont transformer une guerre mondiale en conflit beaucoup plus intime, réduisant l'événement impliquant une centaine de personnages à une petite poignée connue du grand public. Avant d'arriver à la guerre entre Iron Man et Captain America, il faut comprendre une chose. Civil War n'est pas provoqué par un seul événement. Dans les deux versions, la guerre est le résultat d'une accumulation de crises. Une série de catastrophes qui finit par faire exploser une situation déjà fragile. Mais encore une fois, le comics et le film utilisent des chemins complètement différents. Lorsque Civil War commence en 2006, l'univers Marvel traverse une période extrêmement tendue. Les super-héros sont de plus en plus nombreux, de plus en plus puissants, mais le problème est simple. Personne ne contrôle vraiment leurs actions. Pendant des années, les héros ont sauvé le monde, et c'est très bien. Mais ils ont aussi causé énormément de dégâts. Et pour une partie de la population, la question devient combien de personnes doivent encore mourir avant que quelqu'un intervienne ? Plusieurs événements ont déjà fragilisé l'image des héros.
À Manhattan, une série d'attentats en représailles à la guerre secrète de Nick Fury ont provoqué des conséquences importantes. Des civils ont été pris au milieu de conflits qui les dépassaient. À Las Vegas, une crise impliquant un Hulk mentalement instable a causé de lourdes pertes. Et finalement, la menace de mort de Wolverine envers le président n'aide en rien dans cette histoire. Puis viennent de nombreuses crises impliquant les super-héros, des combats de plus en plus dangereux, des pouvoirs capables de détruire des villes entières, et surtout, la peur grandissante face aux êtres capables de modifier le destin de l'humanité. Un autre élément important est la situation des mutants. Avant Civil War, Marvel vient de vivre un événement majeur, House of M, un crossover où Scarlet Witch, manipulée par ses propres pouvoirs et ses traumatismes, modifie la réalité. Son célèbre plus de mutants change complètement l'univers Marvel. La majorité des mutants, 99,9%, perdent leur pouvoir. Une population entière disparaît presque du jour au lendemain. Ce traumatisme crée une immense méfiance envers les individus possédant des capacités extraordinaires. Les mutants deviennent une minorité encore plus vulnérable, se cachant à l'Institut Xavier sous l'œil attentif des sentinelles. Et cela prépare indirectement le terrain idéologique de Civil War. Et puis arrive l'événement qui va changer Marvel à jamais, Stamford. Dans les comics, une jeune équipe appelée les New Warriors poursuivent plusieurs super vilains. Le groupe est composé de héros encore inexpérimentés, et surtout, le combat est filmé. Les New Warriors cherchent presque à transformer leur intervention en spectacle. Une logique qui critique directement la médiatisation des super-héros. Le problème, ils affrontent Nitro, un criminel capable de produire une explosion massive. Et pendant le combat, Nitro libère toute son énergie, et l'impensable arrive. Une explosion détruit une partie de la ville, une école est touchée, plus de 600 personnes meurent, et parmi elles, des enfants. Après Stamford, l'opinion publique bascule complètement. Les héros qui étaient vus comme des sauveurs deviennent soudain des dangers potentiels. Les médias réclament des responsables, les familles des victimes demandent justice, le gouvernement agit. Et c'est là qu'apparaît la loi qui va diviser Marvel, la loi de recensement des surhumains. Cette loi oblige les super-héros à révéler leur identité, s'enregistrer officiellement, travailler sous le contrôle gouvernemental en suivant une formation. Et c'est ici que le conflit idéologique commence réellement. Tony Stark voit ça comme une nécessité. Pour lui, nous avons trop de pouvoir pour rester sans surveillance. Captain America pense exactement l'inverse. Un héros qui reçoit ses ordres d'un gouvernement n'est plus vraiment libre. Deux visions opposées, deux visions qui ont chacune une part de vérité. Lorsque Marvel Studios adapte Civil War, le studio ne peut évidemment pas reprendre Stamford, mais il possède quelque chose d'autre. Un avantage énorme. Une histoire déjà construite depuis plusieurs années. Depuis le premier Iron Man, le MCU montre progressivement les conséquences des actions des Avengers. Et lorsque Civil War arrive, toutes ces conséquences reviennent frapper les héros. Tout commence avec Avengers en 2012. Les héros sauvent la Terre face à Loki et l'armée Chitauri. Mais la victoire a un prix. Une partie de Manhattan est détruite. Des milliers de personnes sont touchées. Pour les Avengers, c'est une victoire héroïque. Et pour certains gouvernements, c'est une catastrophe qui aurait pu être évitée. Puis vient Captain America The Winter Soldier. Steve découvre que le Shield a été infiltré par Hydra, une organisation qui préparait un système de surveillance mondiale. Cet événement est extrêmement important pour comprendre Steve Rogers, parce qu'il a déjà vu une institution utiliser le pouvoir de manière dangereuse. Sa méfiance envers le gouvernement vient directement de là. Puis arrive Ultron, l'intelligence artificielle créée par Tony Stark et Bruce Banner pour protéger la Terre, mais qui finit par devenir une menace mondiale. La bataille finale détruit une grande partie de la Sokovie, des milliers de personnes sont déplacées, certaines tuées. Et pour Tony, c'est probablement un événement qui change tout. Il réalise que ses propres créations peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Au début de Civil War, les Avengers affrontent Crossbones. La mission semble être un succès, mais une erreur survient. Scarlet Witch tente de contenir une explosion. Elle détourne l'énergie, mais provoque accidentellement la mort de plusieurs civils. Cette scène est essentielle, parce qu'elle montre que même avec les meilleures intentions, les Avengers peuvent échouer. Face à toutes ces catastrophes, les gouvernements créent les accords de Sokovie. Le principe est simple. Les Avengers ne peuvent plus agir seuls, ils doivent obtenir l'autorisation d'une autorité internationale. Tony Stark accepte, parce qu'il pense que l'alternative est pire. Steve Rogers refuse parce qu'il pense qu'un héros doit pouvoir agir lorsqu'une vie est en danger. Et c'est ainsi que la guerre commence. À première vue, Civil War semble raconter une chose simple. Iron Man contre Captain America. Mais réduire le conflit à Tony Stark a raison contre Steve a raison serait beaucoup trop facile. Parce que
la vraie force de Civil War vient justement du fait que les deux personnages ne défendent pas simplement une opinion. Ils défendent une vision du monde construite par leurs propres expériences. Et c'est ce qui rend leur affrontement aussi intéressant. Dans les comics, Tony Stark devient le visage du camp favorable à l'enregistrement. Son argument est simple. Les super-héros ont une puissance comparable à celle d'armées entières. Ils peuvent changer le destin d'un pays en quelques minutes. Donc selon Tony, un tel pouvoir doit forcément être encadré. Pour lui, refuser toute supervision revient à accepter que quelque chose comme Stamford puisse se reproduire. Mais progressivement, son raisonnement devient de plus en plus extrême. Et c'est là que le personnage devient intéressant. Au départ, Tony veut simplement protéger les innocents. Mais plus le conflit avance, plus il commence à justifier de méthodes discutables. Dans le comics, Tony Stark franchit plusieurs limites. Il crée notamment une prison spéciale dans la zone négative. Cette prison, appelée plus tard le 42, sert à enfermer les héros qui refusent de se soumettre. Des anciens alliés deviennent des prisonniers. Et pour beaucoup de lecteurs, c'est le moment où Tony cesse d'être simplement un héros qui fait un choix difficile. Il devient quelqu'un prêt à tout pour imposer sa vision. Nous y reviendrons. Dans le comics, Steve Rogers devient presque un symbole de résistance. Il dirige une véritable équipe clandestine. Les héros opposés à l'enregistrement deviennent des fugitifs. Ils doivent se cacher, organiser des missions secrètes, échapper aux autorités. Captain America n'est plus simplement un soldat, il devient un révolutionnaire. Le MCU reprend cette opposition mais change complètement sa nature. Les accords de Sokovie ne demandent pas aux héros de révéler leur identité, logique, elles ne sont pas vraiment secrètes. Ils demandent simplement qu'ils soient supervisés. Le Tony Stark du MCU est très différent. Il ne soutient pas les accords parce qu'il veut contrôler les autres, il les soutient parce qu'il culpabilise. Depuis le début du MCU, Tony porte un poids énorme. La création d'Ultron, la destruction de la Sokovie, les victimes causées par cette décision. Il pense que les Avengers doivent accepter les conséquences de leurs actions. Nos activités doivent être contrôlées, quelle que soit la forme que ça prendra, je jouerai le jeu. Si nous ne sommes pas capables d'accepter certaines limites, nous ne valons pas mieux que ceux que nous combattons. Ce qui rend Tony intéressant dans le film, c'est qu'il n'agit pas par arrogance. Enfin, pas seulement. Il est fatigué, traumatisé. Cette discussion n'est même pas nécessaire. Steve Rogers, lui, a une raison très personnelle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il combattait Hydra. Depuis Captain America The Winter Soldier, il sait que les institutions peuvent être manipulées. Ironie du sort, le Shield était infiltré par Hydra. Des personnes censées protéger le monde étaient prêtes à utiliser leurs armes contre lui. Les responsables politiques ont des centres d'intérêt qui Et changent. c'est une bonne chose, c'est pour ça que je suis là. Alors quand on lui demande de faire confiance au gouvernement, Steve hésite. Jusqu'ici, on a vu que le cœur du conflit n'est pas le même. Dans le comics, Iron Man et Captain America s'affrontent autour d'une question politique. Dans le film, leur opposition devient une histoire de confiance, de culpabilité et de trahison. Mais les différences ne s'arrêtent pas là. Certains personnages changent complètement de rôle. Et aucun personnage ne représente mieux cette transformation que Spider-Man. Dans le comics Civil War, Peter Parker est probablement le personnage qui évolue le plus. Au début de l'histoire, Spider-Man est très proche de Tony Stark. Après plusieurs années à être considéré comme un héros solitaire, Peter est enfin reconnu par ses pairs. Il est devenu un membre officiel des Avengers. Il travaille aux côtés de Tony Stark et surtout, Tony devient une sorte de mentor pour lui. Il lui offre même une armure, l'Iron Spider, une combinaison extrêmement avancée équipée de plusieurs technologies inspirées des armures d'Iron Man. Ce détail est important, parce que lorsque Civil War commence, Spider-Man n'est pas neutre. Il est profondément lié au camp de Tony. C'est justement cette relation qui pousse Tony Stark à réfléchir au futur. Pour lui, le problème n'est pas de savoir si les héros sont bons ou mauvais, mais d'anticiper les conséquences de leur négligence. Tony sait que les Avengers ont déjà causé de nombreuses catastrophes. Il sait qu'ils ne peuvent pas simplement dire « nous avons sauvé le monde, donc tout est pardonné ». Pour lui, les héros doivent accepter les conséquences, ils doivent rendre des comptes. Mais la grande décision de Peter Parker arrive lorsqu'il accepte de révéler publiquement son identité. Pour la première fois depuis sa création en 1962, le monde entier apprend que Peter Parker est Spider-Man. Une décision énorme parce que l'identité secrète est l'un des éléments fondamentaux du personnage. Depuis toujours, Peter protège son entourage en cachant qui il est. Révéler son visage signifie mettre en danger sa famille, ses amis, tous ceux qu'il aime. Mais Peter pense alors qu'il agit pour le bien commun. Cependant, Peter commence progressivement à comprendre que quelque chose ne va pas. Le camp de Tony Stark devient de plus en plus extrême. Les héros opposés à l'enregistrement sont emprisonnés. La prison de la zone négative est créée. Un héros est mort à cause de Tony, en partie. Des méthodes de plus en plus radicales sont utilisées. Peter réalise alors une chose. Tony avait peut-être raison sur le principe, mais il est en train d'aller trop loin. C'est un moment essentiel du comics. Peter Parker quitte le camp d'Iron Man.
Il rejoint Captain America parce qu'il comprend que défendre la sécurité ne signifie pas abandonner la liberté. Son choix symbolise le changement de perspective du lecteur. Spider-Man représente celui qui découvre que les deux camps ont leurs limites. C'est seulement quelques mois avant le début du tournage que Marvel Studios et Sony annoncent un accord historique. Spider-Man peut apparaître dans le MCU. Cette décision permet donc l'arrivée de Peter Parker dans Civil War. Mais il y a une limite. Marvel ne peut pas simplement utiliser l'homme araignée comme dans le comics. Il faut respecter l'accord avec Sony. C'est pourquoi le Peter Parker du film est très différent. Dans Captain America Civil War, Spider-Man arrive dans une situation très différente. Peter Parker vient tout juste d'être introduit dans le MCU. Il est encore un adolescent, il vit encore avec sa tante May, il découvre à peine ses pouvoirs. Et surtout, il n'a aucune expérience dans les grands conflits Avengers. Son rôle est donc différent. Il n'est pas là pour faire avancer l'intrigue, il est là pour représenter une nouvelle génération de héros. Dans le film, Tony devient une figure de mentor, mais pas exactement comme dans les comics. Il ne voit pas seulement Peter comme un futur Avengers, il voit aussi quelqu'un qu'il veut protéger. Tony a peur de répéter ses erreurs. Il veut empêcher Peter de suivre le même chemin dangereux que lui. C'est une relation beaucoup plus proche d'un père et son fils. L'arrivée de Spider-Man donne également l'une des scènes les plus mémorables du film, la bataille de l'aéroport. Cette scène est l'équivalent cinématographique de la Grande Guerre civile des comics, mais avec une différence majeure. Dans les comics, cette bataille implique énormément de personnages, c'est une véritable guerre. Dans le film, elle reste beaucoup plus petite, mais elle fonctionne grâce aux relations entre les héros. Ce n'est pas simplement des héros qui se frappent, c'est des amis qui se battent entre eux. Un détail intéressant, dans le comics, Spider-Man est celui qui change de camp, au même titre que Sue Storm, la femme invisible. Dans le film, Marvel donne ce rôle à Black Widow. Natasha commence dans le camp de Tony. Elle participe à la bataille de l'aéroport, mais au moment où elle doit arrêter Steve et Bucky, elle décide de les laisser partir. Dans les comics, le conflit tourne autour d'une loi. Dans le film, il tourne autour de Bucky. Steve ne se bat pas seulement pour une idée, il se bat pour son meilleur ami. Un homme qu'il croit innocent, un homme qui a été transformé en arme contre son gré. Pour Steve, abandonner Bucky signifie abandonner une partie de lui-même. Un autre personnage change complètement la dynamique. Black Panther. Dans le comics, T'Challa joue un rôle beaucoup plus politique. Il observe le conflit avec prudence. Dans le film, il devient un personnage émotionnellement impliqué. Son père, T'Chaka, est assassiné lors d'un attentat attribué à Bucky Barnes. Au départ, T'Challa ne cherche pas la justice, il cherche la vengeance. Son parcours devient alors parallèle à celui de Steve. Tous deux doivent apprendre à dépasser leur colère. Un autre élément important du comics disparaît complètement du film. Les Thunderbolts. Dans l'histoire originale, Tony Stark utilise une équipe composée d'anciens criminels pour traquer les héros rebelles avec notamment Bullseye le tireur, McGargan alias le Scorpion sous symbiote Venom, le Pitre, Jack O'Lantern, etc. Une décision très controversée. Mais s'il y a un personnage qui change complètement entre les deux versions, c'est Helmut Zemo. Et c'est probablement l'une des meilleures réinventions du film. Dans les comics, Zemo est un personnage beaucoup plus classique. Il est lié à Hydra, c'est un ennemi traditionnel de Captain America. Il porte un costume violet, un masque, et il utilise principalement des armes et son intelligence. Il représente davantage le super-vilain classique Marvel. Le film transforme complètement le personnage. Ici, Helmut Zemo n'est pas un conquérant, ce n'est pas quelqu'un qui veut gouverner le monde, c'est un homme détruit. Sa famille est morte pendant la bataille de Sokovie, et il arrive à une conclusion. Les Avengers sont trop puissants pour être contrôlés. Mais surtout, ils sont trop humains. Ils ont des failles, des blessures, des secrets. Et il comprend quelque chose que tous les autres méchants n'ont pas compris. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Voir un empire s'effondrer. Il n'a pas besoin de battre les Avengers, il doit simplement les pousser à se détruire eux-mêmes. Son plan est extrêmement simple. Il cherche les informations sur le programme Winter Soldier, il manipule Bucky, il révèle la vérité à Tony Stark. Les parents de Tony n'ont pas été tués par accident, ils ont été assassinés par Bucky alors qu'il était contrôlé par Hydra. Et à cet instant, tout explose. Le plus grand succès de Zemo est qu'il ne gagne pas grâce à ses pouvoirs, il gagne grâce à la psychologie. Pendant des années, les Avengers ont affronté des envahisseurs extraterrestres, des robots, des armées entières, mais personne n'avait réussi à les détruire. Parce que leur ennemi attaquait leur force. Zemo attaque leur faiblesse, leur confiance. Et c'est là une différence fondamentale. Dans le comics, personne n'est réellement responsable du conflit. La guerre naît naturellement. Deux visions du monde s'affrontent. Dans le film, Zemo agit comme un catalyseur. Il transforme une tension déjà existante en catastrophe. Il n'a pas créé le problème. Il a simplement appuyé au bon endroit.
Avant de parler du combat final, il faut revenir sur deux personnages majeurs de Marvel, Thor et Hulk. Deux membres fondateurs des Avengers, deux personnages extrêmement puissants et pourtant, ils sont totalement absents de Civil War. Thor absent, enfin, oui et non, car dans les comics, l'absence de Thor est loin d'être un simple détail. Avant le début de Civil War, Thor est occupé par ses propres événements liés à Asgard et au Ragnarok, la bataille finale qui, selon les prophéties, verra la fin de tous les dieux asgardiens. Thor repose alors dans un lieu hors du temps et de l'espace jusqu'à ce que l'univers ait de nouveau besoin de lui et des autres divinités asgardiennes. Il n'est pas présent lorsque les Avengers se divisent. Cette absence va devenir un élément majeur du conflit, car Tony Stark et ses alliés ont besoin d'un avantage. Ils ont besoin d'un Thor. Alors, ils décident d'en créer un. Avec l'aide de Reed Richards et Hank Pym, Tony Stark développe une copie artificielle du dieu nordique. Cette création porte un nom, Ragnarok. Mais ce n'est pas Thor, ce n'est qu'une imitation, une arme, une machine conçue pour combattre. Et cela représente parfaitement la dérive du camp de Tony. Au départ, Tony veut protéger les gens, mais il finit par créer quelque chose qui ressemble davantage à une arme qu'à un héros. Le problème est que Ragnarok échappe rapidement au contrôle de ses créateurs. Pendant un affrontement avec les héros opposés à l'enregistrement, la situation dégénère. Ragnarok attaque et il tue Goliath, Bill Foster, un héros qui était pourtant un ancien allié des Avengers. Sa mort choque profondément la communauté héroïque, parce qu'elle prouve une chose, le camp qui voulait empêcher les catastrophes vient lui-même d'en provoquer une. Mais pas de panique, Hercule va se charger de cet imposteur. L'histoire de Hulk est également très importante. Dans les comics avant Civil War, les Illuminati prennent une décision radicale. Le groupe, composé notamment d'Iron Man, Mr. Fantastic, Doctor Strange, Black Panther, Namor et Black Bolt, estime que Hulk est devenu trop dangereux. Ils considèrent que Bruce Banner représente une menace impossible à contrôler. Ils décident donc de l'envoyer dans l'espace sous prétexte de l'éloigner de la Terre. Mais leur plan échoue. Le vaisseau de Hulk traverse un trou de verre et Hulk arrive sur une planète appelée Sakaar. Une planète où il devient gladiateur. Ça vous rappelle quelque chose? C'est normal. Cette histoire donnera naissance au célèbre arc Planète Hulk et elle inspirera directement une grande partie du film Thor Ragnarok. La seule fois d'ailleurs où Taika Waititi comprendra l'univers des comics. C'est gratuit. Bref, dans le MCU, l'histoire est évidemment différente, mais certains éléments sont similaires. Après les événements d'Avengers l'ère d'Ultron, Bruce Banner comprend quelque chose. Hulk est dangereux. Même s'il veut aider, il peut faire du mal aux personnes qu'il protège. Il disparaît donc à bord d'un Quinjet et son voyage finit par l'amener sur Sakaar. Quant à Thor, il part en quête des pierres de l'infini suite à une vision. Son voyage l'amène jusqu'à Surtur, responsable du cycle Ragnarok, et plus tard à retrouver Bruce Banner sur Sakaar, ce qui crée un lien évident avec l'inspiration comics. Deux batailles finales, deux messages complètement différents. Après des mois de conflits, de trahison, de division, la guerre civile arrive enfin à son point culminant. Mais une nouvelle fois, le film et le comics prennent une direction totalement opposée. Et c'est probablement dans leur conclusion que l'on comprend le mieux leurs différences de philosophie. Dans le comics, la conclusion est à l'image de toute l'histoire, gigantesque. Le conflit atteint un niveau de violence jamais vu. Les deux camps s'affrontent dans les rues de New York, des dizaines de héros participent à la bataille. La ville devient le symbole d'une guerre qui dépasse complètement ses intentions de départ. Mais au milieu du chaos, Steve Rogers réalise quelque chose. Cette guerre ne protège plus personne. Les civils sont devenus les véritables victimes. Les héros qui étaient censés sauver le monde sont maintenant ceux qui le détruisent. Et c'est à ce moment que Captain America abandonne. Il décide de se rendre, pas parce qu'il pense avoir tort, mais parce qu'il comprend que continuer signifie empirer les choses. Tony Stark gagne. La loi est appliquée, les héros rebelles sont arrêtés, le gouvernement reprend le contrôle. Sur le papier, Iron Man a obtenu ce qu'il voulait. Mais cette victoire a un goût amer, parce que le monde Marvel est profondément changé. Et les conséquences sont encore plus dramatiques. Alors qu'il se rend à son procès, Steve Rogers est assassiné. Captain America meurt. L'image du héros parfait disparaît. Ce moment devient l'un des éléments les plus marquants de Marvel des années 2000. Dans Captain America Civil War, la bataille finale n'est pas une guerre gigantesque. Ce n'est pas une armée de héros contre une autre, c'est trois personnes. Tony Stark, Steve Rogers, Bucky Barnes. Et c'est précisément ce qui rend cette scène aussi forte. Car lorsque Tony découvre que Bucky est responsable de la mort de ses parents, le conflit change complètement. Jusqu'ici, Tony et Steve débattaient sur une idée, les accords, la responsabilité, la liberté. Mais maintenant, il ne reste plus que la douleur. Tony ne voit plus Bucky comme une victime,
il voit l'homme qui lui a pris sa famille. Ce combat, comme je l'ai dit, est très différent de celui des comics. Il n'y a pas d'armée, pas de héros partout, pas de spectacle mondial. Seulement deux anciens amis qui se battent. Et ce qui rend la scène tragique, c'est que personne ne gagne réellement. Tony perd son équipe, Steve perd son ami, les Avengers sont détruits. Et la scène la plus symbolique arrive à la fin. Steve Rogers laisse tomber son bouclier. Un geste extrêmement important. Le bouclier représente Captain America, son symbole, son identité. En l'abandonnant, Steve accepte qu'il n'est plus le héros officiel que le monde attend. Il devient un fugitif. Captain America, le symbole, meurt au même moment. Et c'est là que la comparaison devient intéressante. Dans le comics, Iron Man gagne, Captain America perd, le monde devient plus sombre. Le message est politique. La sécurité a gagné, mais au prix de la liberté. Dans le film, Iron Man gagne également d'une certaine manière, mais il perd beaucoup plus. Son équipe, son amitié, sa confiance. La victoire n'a plus vraiment d'importance, parce que les deux héros ont perdu quelque chose. Alors comme on l'a vu, le comics demande jusqu'où peut-on aller pour contrôler les super-héros, alors que le film demande plutôt peut-on réparer une relation après une trahison. Deux questions différentes, deux histoires différentes et une même idée centrale. Même les héros peuvent être divisés. Au final, Civil War et Captain America Civil War ne racontent pas la même guerre. Le comics est une bataille idéologique qui transforme tout l'univers Marvel, le film est une tragédie personnelle qui détruit une famille de héros. L'un montre les répercussions d'un pouvoir sans contrôle, l'autre montre les conséquences de la perte de confiance. Et c'est probablement pour ça que les deux œuvres continuent d'être autant appréciées, parce qu'elles ne cherchent pas à raconter la même chose. Elles prennent la même idée, la même voix, et la transforment en deux histoires complètement différentes. Alors maintenant la vraie question. Vous êtes plutôt team Iron Man ou team Captain America? Dites-moi votre choix dans les commentaires. Et si cette analyse vous a plu, pensez à vous abonner pour d'autres contenus similaires jonglant entre comics et adaptations cinématographiques. Vous étiez avec Cowatcher, merci pour votre soutien et à bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers Marvel.